Bonjour et bienvenue dans votre magazine Opinion. Enseignement, alimentation, réchauffement climatique, emploi, nous vous proposons aujourd'hui d'aborder ces sujets essentiels pour une réelle transition écologique de la société. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Christos Zoulkeridis, secrétaire d'État à Bruxelles, et Émilie Hoyos, coprésidente d'Ecolo. Mais avant de les rejoindre, je vous propose de regarder quelques minutes d'un voyage très engagé, celui d'un train pour le climat qui s'est rendu de Bruxelles à Varsovie lors de la conférence internationale sur le climat qui vient de se terminer. À Varsovie, des centaines d'experts et chefs d'État sont réunis depuis le début du mois pour le 19e sommet mondial pour le climat. À cette occasion, un train affrété par l'association Climat et Justice Sociale a emmené en Pologne 770 militants environnementaux et syndicaux. C'est extrêmement important que tout le monde se mobilise. La question climatique n'est pas qu'une affaire d'experts, n'est pas qu'une affaire de gouvernance, c'est l'affaire de tous. On le voit avec le drame aux Philippines récemment. Nous sommes tous concernés, particulièrement les plus fragiles, sont concernés par les dérèglements climatiques. Une grande manifestation est prévue dans les rues de Varsovie. Une manifestation qui n'est pas vraiment du goût des autorités polonaises. Celle-ci ne voit pas d'un très bon œil la lutte contre les changements climatiques. L'économie polonaise est encore fortement basée sur les énergies fossiles et spécialement sur l'exploitation du charbon. Une situation qu'a bien connue la Wallonie. À terme, on peut vivre sans le charbon. Dans ma région, on y est arrivé. Mais c'est quelque chose qui doit bien se préparer. Et il ne faut pas voir ça comme une crainte, mais il faut vraiment saisir l'opportunité économique de développer les autres technologies dans l'amélioration de l'efficacité énergétique et dans les énergies renouvelables. C'est ce que l'Allemagne a choisi de faire, la Wallonie le fait aussi. Et il y a vraiment des gisements d'emplois qui sont très importants. La lutte contre le réchauffement climatique passe par une Europe volontariste. Les députés verts européens sont aussi présents à Varsovie. Ils veulent apporter des solutions. Cette super tornade aux Philippines nous montre comment ça peut être dévastateur. Le bon message, c'est qu'on avance au niveau européen avec une directive sur les énergies renouvelables, une directive sur l'efficacité énergétique. Et moi, je suis là aussi pour parler, par exemple, avec les acteurs de l'éolien en Pologne, avec les ONG, pour travailler ensemble entre les parlementaires européens et la société civile et les investisseurs potentiels en Pologne. La Pologne peut devenir un grand pays de l'éolien. L'industrie maritime qui était très mal en point à Gdansk sur la mer Baltique, qui se reconvertit dans l'éolien, surtout aussi offshore. Donc on travaille sur ça. Au-delà du secteur éolien, c'est aussi dans la rénovation de l'habitat que les écologistes proposent de créer des gisements d'emplois. Vous voyez qu'aujourd'hui il fait bien froid ici. Et si vous regardez les maisons, ils sont presque pires qu'en Belgique. Donc on voit qu'il y a des choses à faire et en même temps, pas seulement pour que les Polonais soient plus au chaud pendant les hivers qui sont rudes ici, mais aussi pour créer de l'emploi. De l'emploi, on en a créé aussi en région bruxelloise, sous l'impulsion des écologistes, comme le rappelle la ministre bruxelloise de l'Environnement, venue faire un petit bout de chemin avec les manifestants. En 10 ans, on est arrivé à faire, grâce aux mesures que nous avons mises en place au niveau énergie, au niveau consommation, on est arrivé à mettre énormément d'instruments sur pied. Ça a été des incitants comme des primes énergie, ça a été des bâtiments exemplaires, ça a été des programmes locaux d'action de gestion en énergie qui font qu'on a complètement retourné la tendance. À la fois, nous faisons aujourd'hui moins 21% de diminution de consommation d'énergie et moins 16% de diminution d'émissions de gaz à effet de serre depuis 2004. Émilie Hoyos, bonjour. Bonjour. Christos Zoulkeridis, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors on vient de le voir, les écologistes manifestaient aux côtés des ONG pour cette grande manifestation internationale à Varsovie. Pourtant, quelques jours après cette manifestation, les ONG quittent les lieux pour dénoncer le manque d'ambition des négociations en cours. Alors aujourd'hui, avec ce recul-là, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que Ecolo devait vraiment aller à Varsovie? Bien entendu, et je pense qu'il n'y a pas de place ni pour le défaitisme ni pour la résignation. L'urgence climatique, elle est là.
Ce n'est plus quelque chose dont on doit se protéger pour les années qui viennent. C'est quelque chose qui est aujourd'hui source de drame. Hein, cette conférence est ouverte par ce terrible drame dans les Philippines, des centaines de milliers de morts par une catastrophe naturelle, une de plus, j'ai envie de dire. Le réchauffement climatique, c'est aussi un coût économique gigantesque. Les États-Unis sont toujours encore aujourd'hui de payer les conséquences de Katrina, qui a dévasté les États-Unis par le passé. C'est un coût social aussi important et donc pour toutes ces raisons, on n'a pas le temps de se résigner et de voir le verre à moitié vide. Et donc bien entendu qu'on doit constater que malheureusement, on n'a pas réussi à faire le grand pas qu'on espérait ici à Varsovie, mais en même temps l'énergie est là, la politique des petits pas, ça fonctionne aussi dans la mesure où à Paris, dans 2 ans, on se prépare là à faire un grand pas, et ce grand pas, il doit se préparer bien entendu à l'échelle de la Belgique. Nos ministres au gouvernement bruxellois et au gouvernement wallon y travaillent. Ce grand pas, il se prépare aussi à l'échelle européenne. Claude Turmes le disait très bien dans le reportage qu'on voyait à l'instant, mais ce grand pas, il doit aussi se faire avec les grandes nations, les États-Unis, la Chine, qui doivent jouer un rôle important dans la lutte contre le réchauffement climatique. Christos Doulkaïdis, donc vous êtes secrétaire d'État au logement en région bruxelloise. Comment est-ce qu'on perçoit cet enjeu climatique au niveau régional? C'est-à-dire qu'on doit tous se sentir responsables. Ceux qui continuent à mettre des ornières et à croire que la solution viendra d'ailleurs porteront une responsabilité très forte envers leur population et envers leur économie d'ailleurs. À Bruxelles, on se sent responsable, on prend notre part du travail qui doit être réalisé. Evelyne Luttebroek le disait, elle est ministre de l'énergie depuis une petite dizaine d'années, et on a déjà des résultats. Et ces résultats sont d'autant plus intéressants qu'on voit que lorsque les pouvoirs publics mènent une action, ça a un effet positif sur l'environnement, avec une diminution de 16% des émissions de CO2, mais aussi pour le portefeuille des habitants. Et c'est une diminution dans les charges à payer pour sa consommation d'énergie de l'ordre de 20%. Ça soutient donc l'économie, ça soutient l'emploi, et donc se sentir finalement responsable par rapport à tous ces dérèglements climatiques qui existent est bon pour l'économie, bon pour l'emploi et bon pour les citoyens et leur portefeuille. Mais concrètement, par exemple, quelles sont les priorités d'écolo pour lutter contre ce réchauffement climatique? Nos priorités, c'est aussi nos actions. C'est ce que nous avons fait à Bruxelles en particulier, en considérant que 70% des émissions de CO2 viennent surtout du résidentiel, c'est-à-dire des habitations. Et donc on a concentré nos moyens pour aider avec des primes, avec des incitants, en soutenant aussi des alliances entre les entreprises, entre les formations qui doivent aussi exister pour pouvoir soutenir que des jeunes puissent profiter des emplois qui sont créés justement pour rénover nos habitations, pour les rendre moins dépendantes et pour pouvoir diminuer nos factures d'énergie que l'on paye. Quand on regarde l'argent qu'on paye pour finalement des pays pétroliers ou pour le nucléaire, c'est totalement ridicule. On préfère payer pour essayer de soutenir des emplois qui vont permettre de faire en sorte que nos maisons finalement doivent consommer nettement moins d'énergie pour se chauffer ou l'été pour refroidir nos habitations. Et donc c'est là-dessus qu'on a concentré nos moyens. Même dans le logement social, je suis ministre du logement, on a essayé de faire en sorte que les nouvelles constructions soient construites avec les standards les plus performants au niveau énergétique. Ce qui va faire en sorte qu'on aura une diminution qui va jusqu'à parfois 90% par rapport à une habitation classique. Alors ces 90%, c'est autant de pollution en moins, mais c'est surtout pour le portefeuille des personnes qui habitent dans ces logements, avec des moyens, on le sait, très limités, une différence essentielle. Émilie Hoyos, pour la Wallonie, les priorités sont à ce niveau-là aussi? Oui, le ministre Jean-Marc Nollet et son collègue Philippe Henry ont travaillé s'inspirant de l'expérience bruxelloise et ils ont ainsi, par exemple, doublé le montant des primes pour ceux qui décident d'isoler leur logement. Ils ont fait ça dans le cadre d'alliances emploi-environnement avec le secteur de la construction pour pouvoir à la fois permettre aux ménages de diminuer leur charge énergétique, diminuer le taux de CO2 qu'on envoie dans l'atmosphère, mais aussi soutenir un secteur économique et industriel qui est indispensable pour nos régions, à savoir le secteur de la construction. On vient beaucoup de parler de la thématique du logement, qui est effectivement un facteur important. N'oublions pas le secteur des transports, qui est lui aussi une cause importante des émissions de CO2. Un nombre très important de travailleurs, de travailleuses font tous les jours le choix des transports en commun et singulièrement le choix de la SNCB. Et là, je
pense que c'est important de rappeler au gouvernement fédéral sa responsabilité dans le soutien de ces navetteurs qui tous les jours font ce choix. Ils font ce choix parce que ça doit être plus pratique, mais aussi parce que c'est écologiquement responsable. Alors les retards dans les trains, les suppressions de lignes, les suppressions de trains tôt le matin, tôt le soir, tout ça décourage au lieu de stimuler les Wallons, les Bruxellois de prendre le train. Pas le train pour Varsovie, mais le train pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais donc on le voit, c'est beaucoup de mesures écologiques très concrètes et ça doit se faire à tous les niveaux finalement, à tous les étages de la maison Belgique. Parmi les sujets qui posent aujourd'hui question, celui de l'alimentation est au cœur des débats. La dernière affaire de la lasagne de cheval a démontré que nous perdons le contrôle de ce qui se trouve dans nos assiettes et que le secteur agroalimentaire tourne mal. Pour sensibiliser les citoyens sur ces questions d'alimentation durable, Ecolo a offert ces derniers week-ends des petits arbres fruitiers. Je vous propose de regarder cela en images avec ce reportage. C'est désormais une tradition chez Ecolo. Le week-end de la Sainte-Catherine, on distribue des arbustes. Cette année, pas moins de 130 locales se mobilisent pour vous offrir un petit fruitier, groseillier, cassissier, framboisier. Par ce geste symbolique, Ecolo entend sensibiliser à une alimentation locale et de qualité. Une alimentation saine, goûteuse et équitable. Une alimentation produite dans le respect du producteur, du consommateur et de notre environnement. Les circuits courts, c'est en quelque sorte favoriser le rapprochement entre le producteur et le consommateur. Voilà, le circuit le plus court possible et ça a plusieurs intérêts, plusieurs avantages. Tout d'abord, ça permet évidemment à nos producteurs locaux de vivre et donc à notre économie locale de bien se porter, du moins on l'espère. Et ça rapproche aussi les gens, je dirais, parce que les consommateurs peuvent avoir un contact direct aussi avec le producteur. Et enfin, ça met aussi en avant, je dirais, la qualité des produits. Et ça, je pense que c'est aussi une préoccupation des gens aujourd'hui. Petits fruits, grands effets. Par ce geste symbolique, on peut susciter la réflexion et passer à l'action. Passer à l'action avec tous les consommateurs qui veulent reprendre le contrôle de leur assiette. Avec tous les gourmands qui souhaitent retrouver le plaisir du goût et la saveur de nos terroirs. Avec tous les consommateurs et producteurs qui pensent que le système agroalimentaire tourne mal et qu'il est grand temps de le repenser. Émilie Hoyos, on le voit dans ce reportage, il y a une vraie attente de la population par rapport à l'alimentation. Alors quand vous faites des actions comme ça, qu'est-ce que les gens vous disent sur le terrain ? On était effectivement le dernier week-end partout en Wallonie et à Bruxelles à la rencontre des citoyens et ils nous disent qu'ils n'ont plus confiance. Et quand on voit le reportage qui était encore diffusé ce mercredi sur la RTBF dans lequel on apprend que le pain qui est distribué en supermarché est massivement produit en Pologne, on comprend la méfiance qui s'installe entre les consommateurs wallons et bruxellois et leur assiette. Et cette méfiance est d'autant plus inquiétante qu'on sait que par ailleurs, à l'autre bout de la chaîne, on a des agriculteurs, des producteurs qui n'ont plus de revenus, au sens où ils vendent parfois à perdre leurs produits, que l'industrie agroalimentaire leur demande de s'endetter sur plusieurs générations. On est donc dans un système qui est devenu complètement fou, qui perd complètement le sens, puisque ce n'est plus un vrai travail digne de création de valeur, de création de revenus pour les agriculteurs, et de l'autre côté, les consommateurs n'ont plus confiance. Et donc, on entend cette méfiance, on entend cette crainte, et on entend aussi de la part de la population leur demande que les pouvoirs publics se saisissent de cette question. Christos Doulkeridis, c'est quoi le problème finalement de ce système agroalimentaire ? C'est la conception économique qui soutient ce type de logique. Je suis frappé par le fait que pendant des années, on a dit que l'écologie était contre l'économie. Et en fait, on constate que c'est exactement l'inverse. Si ce n'est que, effectivement, l'écologie, c'est peut-être contre cette économie qui vise à délocaliser, qui vise à produire toujours des produits de moins bonne qualité, qui vise à appâter finalement les gens en leur disant que ça va coûter moins cher, alors que la facture, à la fin, elle coûte beaucoup plus cher au niveau de la santé, au niveau de la qualité de ce qu'on mange, au niveau de tous ces emplois qui sont perdus dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos villes. Et donc, il faut absolument inverser ça. Et là aussi, je pense que l'écologie est une solution parce que, finalement, en essayant de remettre la qualité et le local
les alliances qu'on peut faire finalement, moi je suis bruxellois, mais je ne demande pas mieux qu'on puisse avoir des collaborations avec la Wallonie, avec la Flandre, avec les agriculteurs qui peinent tous les jours à vivre de leur activité, pour avoir des produits de qualité. Et c'est vrai que si on travaille sur des circuits qui sont plus courts, on peut mieux contrôler la qualité. On peut avoir une meilleure confiance, on peut même peut-être connaître ses producteurs. Il y a de plus en plus de citoyens qui rentrent dans des groupes d'achat solidaires, qui essayent de faire attention à ce qu'ils achètent, à ce qu'ils consomment. Donc là aussi, on a une responsabilité qui est vraiment essentielle. On l'a vu, l'engouement qui existe de la part des citoyens quand un parti politique propose de donner des arbres fruitiers. C'est un exemple, c'est évidemment symbolique, mais c'est aussi concret. On se rend bien compte que la population, elle est là, au rendez-vous. Et il y a une attente réelle qui existe. Et je crois que c'est dans ce sens-là, c'est finalement à redonner confiance, c'est essayer aussi de rapprocher les gens de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils ont dans leur assiette. Et encore une fois, ça soutiendra aussi une économie qui est beaucoup plus locale et des emplois qui sont près de chez nous, que ce soit des boulangers, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des gens qui travaillent des produits de manière qualitative. C'est pour eux qu'on doit travailler et pas pour des multinationales ou pour des grands groupes qui viennent de l'étranger. Là, il y a vraiment quelque chose où il faut remettre finalement l'économie dans le bon ordre. Et je crois qu'on a une responsabilité et que les écologistes, en tout cas, sont bien conscients de cette direction qui doit absolument être prise à tous les niveaux. Émile Yoyos, Christos Zoulkeridis parle de circuits courts. Comment est-ce que les pouvoirs publics peuvent mettre ça en place concrètement? En mobilisant l'ensemble des acteurs de ce secteur. Quand je dis l'ensemble des acteurs de ce secteur, c'est bien entendu les agriculteurs, les producteurs, les consommateurs de l'autre côté de la chaîne, mais aussi les acteurs de la distribution. Les grandes surfaces qui ont une responsabilité en la matière, les moyennes surfaces. On a vu émerger ce très chouette projet dans la région namuroise d'un petit supermarché qui a décidé que 50% des produits qu'il offrait viendraient de maximum 50 km aux alentours. Et donc c'est vraiment, il décide d'être l'interface entre le producteur local et les consommateurs du coin, mais pas dans une toute petite épicerie, dans une moyenne surface. Donc le secteur de la distribution, les agriculteurs, les consommateurs, les acteurs de l'ORECA également, les acteurs de la formation, les collectivités locales. Vous savez, quand un hôpital, une maison de repos, une école décide du jour au lendemain de s'approvisionner chez un producteur local, eh bien en fait automatiquement il rencontre les besoins d'une partie importante de la population et il permet aussi à ces producteurs d'avoir des garanties que ce qu'ils produisent sera comment dirais-je, acheté de manière durable par ces collectivités en l'occurrence. C'est ce que nous appelons les alliances emploi-environnement. On ne met plus, comme certains ont voulu le faire croire par le passé, l'écologie contre l'économie. On voit qu'aujourd'hui, on peut tirer profit de ce défi agroalimentaire pour relocaliser l'activité économique chez nous, rendre un travail avec un revenu décent aux producteurs, aux agriculteurs et en même temps satisfaire le besoin légitime des consommateurs wallons et bruxellois de savoir ce qu'ils ont dans leur assiette, de savoir qui l'a produit, de savoir que c'est bon pour eux. Christos Zoulkeridis, Bruxelles vient de signer les alliances emploi-alimentation. Vous pouvez nous en dire un mot? Mais ça va tout à fait dans ce sens-là. C'est qu'il faut justement bien réfléchir à l'impact et économique et citoyen de cette thématique qu'est l'alimentation, qui a pendant longtemps été méprisée en fait par le politique. On a l'impression que ça n'avait rien à voir avec la politique. Alors que ce qu'on a dans nos assiettes, finalement, dans ses conséquences, on se rend bien compte qu'on a une responsabilité à jouer là-dedans. Evelyne Uttebroek avait commandé une étude pour essayer justement de voir ce que représentait le développement d'une filière alimentation et alimentation de qualité en termes d'emploi. C'est 7000 emplois potentiels. Dans un contexte de crise tel qu'on le connaît, c'est évidemment pas du tout négligeable. Et on se rend compte qu'il y a déjà pas mal d'emplois qui sont disponibles dans ce secteur et qu'il faut les aider parce qu'effectivement la concurrence qui vient de l'étranger, elle est de plus en plus importante. Et donc, je crois qu'on doit se concentrer là aussi à défendre notre économie. Et finalement, regarder avec cette vision-là, c'est-à-dire allier la qualité et le soutien à notre économie, nous conduit à défendre finalement des filières courtes. Je vous propose de passer à un sujet qui a un impact très important sur notre société, c'est celui de la formation et de l'éducation de nos jeunes. Écolo lance une vaste opération de réflexion, invitant les acteurs de l'enseignement et de la société civile à réinventer ensemble l'école. L'enseignement qualifiant était au centre d'une table ronde organisée à Liège. Nous avons rencontré les acteurs.
Depuis toujours, pour Écolo, l'enseignement, c'est une priorité. C'est pourquoi nous avons lancé une dynamique qui s'intitule Cas d'école et qui a pour but de rassembler un maximum de projets, d'actions menées par les enseignants, les écoles sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes à Liège pour parler de l'enseignement qualifiant, un enseignement très important, mais qui, hélas, a souvent une image négative. Et nous voulons travailler avec toute une série de partenaires aujourd'hui sur comment travailler davantage ensemble, comment mettre les écoles ensemble, entre écoles et avec le monde de l'entreprise. Alors, si l'élève a échoué plusieurs fois, ça veut dire qu'il n'a pas compris comment on apprend. Et donc, il faut changer de posture. Et il faut comprendre, il faut se rendre compte que l'enseignant peut se servir de la difficulté de l'élève pour lui faire apprendre. Donc, il peut utiliser, il peut entendre ce que l'élève a compris ou ce qu'il n'a pas compris, parce qu'on accroche son savoir à ce qu'on connaît déjà. Donc il y a tout un travail de changement de posture de l'enseignant qui doit se servir de ce que les élèves sont, de favoriser le travail coopératif, l'échange entre les élèves dans la classe, pour qu'ils puissent apprendre et sortir, lui, de la position de « je sais et je vais te dire ce que tu dois savoir ». Alors, le monde de l'entreprise par rapport à l'enseignement qualifiant, donc nous, on arrive au dernier maillon, quand les étudiants sont formés, ont un diplôme et rentrent dans le milieu de l'emploi, soit parce qu'ils choisissent la formation en alternance, on les aide à apprendre un métier et l'entreprise transmet sa passion de l'entreprise. Donc, il y a un réel investissement, notamment dans le bassin liégeois. Trop souvent, on l'oublie. On a une origine très industrielle, il faut quand même le rappeler. C'est historique. Les entreprises sont à la disposition de l'étudiant pour l'aider à se former. Et quand j'entends qu'il n'y a pas souvent de stages disponibles, etc., il faut quand même se mettre à la place de l'entreprise à l'heure actuelle et voir dans quel état elle est alors qu'on vit un moment de crise quand même historique. Mais donc je travaille à la Fédération des écoles de devoir. Donc je suis venue ici parce que les écoles de devoir sont les premières liées au dysfonctionnement, je vais peut-être pas appeler ça comme ça, du système scolaire. Moi je travaille sur toute la communauté française, mais ça m'intéressait de voir un peu province par province quelles sont les problématiques, mais qui finalement se regroupent. Voilà, le qualifiant pose problème partout. Et donc voilà, c'était pour entendre les intervenants et voir un peu ce qu'on proposait comme action dans lesquelles on se retrouve, en tout cas dans les combats qu'on veut mener à la Fédération des écoles de devoir. Émilie Hoyos, on vient de le voir dans ce reportage, l'enseignement qualifiant souffre d'un vrai déficit d'image et par ailleurs les acteurs le disent, il faut plus l'ancrer dans les réalités socio-économiques. Quelle place cet enseignement doit prendre selon Écolo ? Une place indispensable. C'est un maillon essentiel, j'ai envie de dire une condition sine qua non de la dynamique de transition dont on parle depuis le début de cette émission. Si on veut effectivement créer ces centaines, ces milliers d'emplois dans le secteur de l'éco-rénovation, de l'éco-construction, si on veut créer des emplois durables dans le secteur de l'alimentation, eh bien ça nécessite de former des jeunes à des métiers qui ont disparu ou bien des métiers qui apparaissent au gré des nouveaux besoins de ce 21e siècle. Et donc l'enseignement qualifiant est vraiment un partenaire essentiel des politiques publiques qui veulent permettre à la région bruxelloise et à la région wallonne de prendre leur place dans ce siècle de transition, si je puis dire. L'enjeu pour les politiques publiques aujourd'hui, c'est de permettre aux acteurs de l'école et à l'école de manière plus générale de tenir ses promesses. Et pour cela, la première chose à faire, c'est de se mobiliser pour garantir que l'école ait les moyens dont elle a besoin. On sait qu'on est dans une période de grande rigueur budgétaire, mais on sait que dans cette période de grande rigueur budgétaire, l'État, les régions, les communautés doivent se ménager des capacités d'investissement stratégique pour avoir un avenir. Notre unique richesse dans un pays comme le nôtre ne se trouve pas dans notre sous-sol, ça c'était au 19e siècle. Notre unique richesse aujourd'hui en Wallonie et à Bruxelles, c'est notre jeunesse. Et donc on doit se garantir des moyens pour investir dans cette jeunesse et donc pour financer des politiques d'enseignement dignes de ce nom. Ça veut dire aussi plus d'écoles alors ?
Le boom démographique est une réalité très très prégnante à Bruxelles, mais une réalité qui gagne aussi du terrain en Wallonie. On sait qu'on va devoir, dans les années qui viennent, créer de nouvelles écoles. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a pris des décisions importantes cette semaine pour permettre de donner plus qu'un ballon d'oxygène, véritablement des perspectives pour les écoles bruxelloises pour qu'elles puissent envisager sereinement à la rentrée prochaine. Mais la question du boom démographique et des nouvelles écoles ou des nouvelles extensions d'écoles n'est pas seulement une question quantitative, c'est aussi une question qualitative. Et donc, ce qu'on pose comme question aujourd'hui à tous les acteurs qui veulent, avec nous, penser l'école de demain, c'est est-ce que ces nouvelles écoles ne sont pas une opportunité pour faire aussi autre chose dans ces écoles, pour travailler autrement entre l'école et son environnement, ses alliés naturels et parfois moins naturels, les entreprises, les acteurs de la société civile, une manière de penser autrement le temps scolaire, l'organisation des cours, la formation des enseignants aussi, c'est très important. Voilà tout ce que nous faisons dans l'opération que nous avons appelée Cas d'école et dans laquelle tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont les bienvenus. Christos Doulkeridis, Emilio Yos l'a dit, c'est vrai qu'à Bruxelles, d'une part, il y a le boom démographique. On sait aussi que le taux de chômage, particulièrement chez les jeunes, est vraiment alarmant. L'enseignement a un rôle crucial à jouer alors. Oui, on le dit, et parfois on a l'impression qu'on le dit depuis tellement longtemps que les gens sont aussi un peu découragés par rapport à cet enjeu-là. Et il faut pourtant redonner beaucoup de confiance à toutes ces enseignantes, ces enseignants, ces directions qui font un travail que j'estime remarquable la plupart du temps dans des conditions très difficiles. Et malgré toutes les difficultés que l'on montre, moi je suis impressionné par l'énergie, l'innovation qui peut parfois être développée dans des conditions très difficiles par ces femmes et ces hommes qui travaillent au bénéfice de nos enfants, c'est-à-dire au bénéfice de notre avenir. Alors, dans tous ces défis, c'est clair que l'enseignement technique professionnel, l'enseignement qualifiant, est vraiment le parent pauvre et qu'il continue, dans de trop nombreux cas, à être considéré comme une filière de relégation. C'est-à-dire que c'est parce qu'on rate l'enseignement général qu'on est dirigé ou qu'on se dirige vers l'enseignement qualifiant. Et c'est dramatique parce que ce sont des formations merveilleuses. J'ai la chance d'être ministre de l'enseignement pour une petite partie de l'enseignement à Bruxelles, qui notamment gère des écoles qualifiantes dans des métiers de l'hôtellerie, l'alimentation, l'horticulture. Et on investit énormément d'argent dans du matériel contemporain, celui qu'ils vont utiliser réellement s'ils rentrent dans une entreprise, s'ils rentrent dans des métiers professionnels qu'ils espèrent évidemment, pour lesquels ils espèrent évidemment accéder. Et c'est essentiel de le faire. Et quand on voit l'enthousiasme qui peut exister auprès de ces jeunes, de pouvoir justement travailler dans du matériel de qualité, avec des profs qui sont motivés, on se rend compte qu'évidemment que ça change tout par rapport à la perspective de rentrer dans la vie active quand ils termineront leur enseignement et de pouvoir se projeter avec en se disant je vais faire ce métier-là. Donc il y a un travail culturel très important réalisé et puis un travail de revalorisation de ce type d'enseignement qui est fondamental. Très rapidement, parce qu'on arrive au terme de cette émission, vous venez d'être désigné tête de liste pour les élections régionales de 2014. Ça fera donc partie des priorités d'Écolo ? L'enseignement, bien évidemment. Pour Bruxelles, c'est un enjeu fondamental et heureusement que Jean-Marc Nollet et le gouvernement à la Fédération Wallonie-Bruxelles ont réglé au moins le problème des classes. Parce que avoir déjà le stress de se dire on ne sait pas si mon enfant va avoir une place dans une des classes, dans une des écoles à Bruxelles, c'est évidemment dramatique. Mais il y a encore des défis extrêmement importants. Je suis aussi ministre du Logement et je suis bien conscient que malgré des efforts extrêmement importants qui ont été réalisés ces 5 dernières années, ça reste un défi essentiel. Des personnes qui doivent payer plus de 50% de leurs revenus, rien que pour se loger, c'est dramatique. Donc, c'est évidemment une des priorités. Bien, merci en tout cas à tous les deux. On arrive au terme de cette émission. Merci de nous avoir donné vos différentes clés pour que la transition écologique de la société soit vraiment en marche. Hein. C'est ce que Écolo défend. Si vous souhaitez en savoir plus sur les actions d'Écolo, je vous invite à consulter notre site web www.ecolo.be. Il me reste à vous souhaiter d'ores et déjà une excellente fin d'année et je vous dis à bientôt. Le temps